Ce soir, le Bloc québécois revient à la charge en demandant des excuses officielles à Ottawa, 50 ans après la crise d'octobre. C'est donc une deuxième motion en quelques semaines pour le Bloc québécois. L'analyse de notre panel de stratèges. 25 ans après le référendum de 1995, qu'en est-il de la place du Québec dans le Canada? On pose la question à Luc Lavoie et à Graham Fraser. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Bloc québécois tente à nouveau de faire monter la pression sur le gouvernement Trudeau afin d'obtenir des excuses officielles pour les arrestations sommaires durant la crise d'octobre au Québec, 50 ans après les faits. Le Bloc présentera donc demain une motion demandant officiellement des excuses à Justin Trudeau pour la décision du gouvernement fédéral d'invoquer la loi sur les mesures de guerre en 1970. C'est donc un débat qui est prévu pour demain, mais le vote lui-même pourrait être reporté à la semaine prochaine. Entre-temps, voici un échange entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le premier ministre Justin Trudeau cet après-midi aux communes. Lors de la crise autochtone, le premier ministre a clairement établi qu'on n'envoie pas l'armée contre sa propre population. Or, en 1970, le Canada a imposé la loi sur les mesures de guerre contre les civils au Québec. 497 arrestations sans mandat, sans motif, sans procès, sans explication, coupés de leur famille et ultérieurement sans compensation. Est-ce que le principe qu'il a exprimé aurait dû être appliqué par le premier ministre Trudeau au Québec en 1970. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, en octobre 1970, le vice-premier ministre du Québec jouait à la balle un samedi en début de soirée avec son neveu devant sa maison à à Saint-Lambert. Il a été enlevé et assassiné par une cellule terroriste, Monsieur le Président. C'est ça les événements de la crise d'octobre dont nous devons nous souvenir. Oui, il va toujours avoir des débats politiques autour de ce qui s'est passé. Mais souvenons-nous du fait qu'un politicien québécois a été enlevé et assassiné dans un contexte affreux et nous devons de se souvenir de sa famille et de son service. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Je pose une question sur un sujet et il répond sur un autre comme prévu. Ottawa a parrainé des rafles dignes des pays de l'Est de l'ère communiste, soumis des innocents à des interrogatoires violents, procédé à des dizaines de milliers d'interpellations. Le premier ministre, celui qui est ici, nie-t-il que la GRC avait expressément recommandé au gouvernement de ne pas procéder, que ce n'était pas justifié? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, suite aux événements, ou pendant les événements d'octobre 1970, le premier ministre du Québec et le chef de l'opposition, René Lévesque, étaient d'accord de demander à Ottawa d'envoyer des forces pour assurer l'ordre au Québec. Le maire de Montréal a demandé au fédéral d'envoyer des forces armées qui seraient sous la gouverne du Québec pour assurer la sécurité dans un moment de crise démocratique, de crise de la nation québécoise. Et nous l'avons fait. Nous avons toujours voulu être là pour aider les provinces et nous le ferons toujours. Et cette motion du Bloc québécois, ce sera justement notre premier sujet de notre panel de stratèges que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Sheila Copps, ancienne vice-première ministre du Canada. Pour les conservateurs, Marc-André Leclerc, qui est ex-chef de cabinet d'Andrew Scheer. Et pour le Bloc québécois, Richard Nadeau, un ancien député du Bloc. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Je vais commencer avec Richard parce qu'on commence avec la motion du Bloc qui revient à la charge finalement avec ses demandes d'excuses 50 ans après la crise d'octobre. Il y a déjà une motion qui avait été déposée à cet effet-là au début du mois d'octobre. L'opposition parle d'une motion qui est purement partisane. Richard, pourquoi le Bloc revient à la charge avec une deuxième motion comme ça et maintenant? Ben écoutez, ça s'est passé le 16 octobre 1970, donc ça fait 50 ans. Il faut comprendre que le Québec était en état de choc à l'époque. Cependant, on a pris une pelle mécanique pour essayer d'écraser ce qui n'était pas une révolution en marche. Donc,
ce que le Bloc demande, c'est que le Canada s'excuse, comme il s'est excusé auprès des Juifs allemands qui ont voulu rentrer au Canada en 1939, puis on les avait refusés. M. Trudeau a fait ça, Justin, comme il s'est excusé auprès des homosexuels de la discrimination qu'ils avaient subie. Il a fait la même chose avec les pensionnats autochtones de Terre-Neuve en 1917, en 2017. Ça, c'est Justin qui a fait ça. M. Mulroney, souvenons-nous, par rapport aux Japono-Canadiens durant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été interné de façon injuste. Donc, il y a eu des excuses. Ici, c'est auprès du peuple québécois dans l'ensemble et pour l'ensemble des droits démocratiques. Parce qu'on a arrêté de façon arbitraire, on a incarcéré sans accusation, on a intimidé des gens. 497 personnes qui n'étaient absolument pas des criminels. On leur a enlevé le droit. Mais pourquoi, Richard, revenir à la charge maintenant là-dessus? Parce qu'il y avait déjà eu une intervention du Bloc au début du mois d'octobre. Pourquoi revenir à la charge il faut souligner maintenant? Le point que c'est une question démocratique. C'est dans un État de droit que nous sommes. Et le Canada est un pays qui a des droits, qui fait la promotion des droits démocratiques. Donc, il y a eu un dérapage en 1970 et on demande qu'il s'excuse à cet égard. Qu'on le fasse aujourd'hui, qu'on le fait hier et qu'on revienne à la charge plus tard si c'est pas fait aujourd'hui, c'est compréhensible parce que c'est une question de principe démocratique pour quiconque a des principes démocratiques en société. Et c'est le cas au Québec, c'est le cas au Canada. Et on veut mettre en lumière qu'effectivement, ce dérapage-là nécessite des excuses et aussi pour un rappel à l'histoire pour que ça ne se reproduise pas. Marc-André, la réaction des conservateurs est venue assez rapidement, merci. Elle est venue par la bouche de Gérard Deltel. Bon, c'est très clair, pas question pour les conservateurs de voter pour cette motion du Bloc qui doit être débattue la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des conservateurs? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Ben, je pense que c'est une réaction qui est compréhensive. Moi, j'étais très déçu de la motion de voir que M. Laporte n'était pas dans la motion. Et ça, c'est très inquiétant de voir le genre de motion qui est déposée par le Bloc. Donc, c'est un peu décevant de voir la nature de cette motion-là. Oui. Et justement, M. Trudeau, c'est ce qu'il a répondu cet après-midi à Yves-François Blanchet aux communes. Il faut d'abord et avant tout se souvenir du décès de Pierre Laporte relativement à cette crise d'octobre. Sheila, donc, M. Trudeau, jusqu'à maintenant, il faut le dire, s'est montré pas vraiment intéressé à présenter des excuses officielles au nom du gouvernement canadien. On l'a vu encore cet après-midi. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du premier ministre Trudeau? Je pense que ce qui est un peu ridicule, Richard parle de la démocratie. C'est le maire de Montréal et le gouvernement du Québec qui a demandé au gouvernement du Canada de réagir dans le temps. Alors pourquoi eux, ils ne doivent pas s'excuser? Et d'autant plus que vous avez peut-être vu dans le Globe and Mail cette semaine un film qui est fait par le fils de Paul Rose en disant que c'était un très gentilhomme et tout ça, très gentilhomme, sauf qu'il a été impliqué dans un meurtre. Et dans le temps, il y avait 8 personnes qui ont été endommagées. Il y avait une explosion à la Bourse de Montréal. Il y avait des gens, un ministre et aussi un diplomate qui ont été kidnappés. C'est pas des choses qui ont été créées par le gouvernement du Canada. C'est le FLQ qui a fait ça. Et puis, les péquistes et les bloquistes essaient d'assainir l'histoire de FLQ, qui n'a jamais fait ses excuses auprès de la famille de Pierre Laporte, qui est morte aux mains de ces gens-là. Oui. Richard, justement là-dessus, pour conclure sur la motion du Bloc, sur le fait que la motion dans le libellé n'honore pas en fait la mémoire de Pierre Laporte, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un manque du Bloc québécois? Est-ce que le Bloc québécois aurait dû inclure ça dans sa motion? Ben, écoutez, la question ici, c'est la question des arrestations. Il aurait fallu mettre aussi le nom des 497 personnes qui ont été arrêtées de façon injustifiée par les services de police, autant la GRC que la police de Montréal, qui avaient reçu l'ordre d'agir ainsi sans expliquer en quoi que ce soit le pourquoi on incarcérait des gens pour plusieurs jours. Donc, ici, l'aspect qui est important, c'est la loi des mesures de guerre. Nous déplorons la mort de M. Laporte. Nous déplorons les gestes qui ont été faits par le FLQ. Mais ici, il ne faut pas mélanger PQ, Bloc et le FLQ. C'est des choses complètement différentes. René Lévesque, d'ailleurs, avait dénoncé cette façon d'agir du FLQ. Okay, maintenant, c'est la question de l'habeas corpus qui était mis en lumière. Marc-André, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, mais je pense qu'il faut faire attention. Je pense que d'essayer de mettre M. Laporte, qui est un décès, versus des gens, oui, qui ont eu des droits, qui ont été brimés sur la même longueur d'onde, je pense que c'est un jeu qui est dangereux. Et je pense que c'est un manque du Bloc d'avoir mis cette motion-là. La motion a été beaucoup plus inclusive si on avait reconnu le décès de M. Laporte. Effectivement, il y a des gens qui ont souffert, il y a des choses, il y a même des excuses qui ont déjà eu lieu dans les années 70 avec certaines compensations, sans doute qui n'étaient pas entières. Mais je pense que c'est un jeu dangereux de politiser ça présentement et c'est très décevant qu'on fasse pas mention de M. Laporte dans cette motion-là. Bon, Sheila, vous vouliez ajouter quelque chose en quelques secondes parce qu'il faut passer à autre chose. Richard lui-même a dit que c'est la police de Montréal qui a fait des arrestations. Alors pourquoi n'inclut pas le gouvernement du Québec et la ville de Montréal dans les excuses? C'est purement politique. Bon. Sur la gestion de la pandémie, maintenant de COVID-19, vraiment, les Canadiens, on le sent, sont de plus en plus fatigués de la COVID-19. On a franchi cette semaine le cap des 10 000 morts. L'hiver s'installe. Le premier ministre Trudeau a lancé, je pense qu'on peut dire un cri du cœur cette semaine, c'était hier, a dit, bon, c'est plate, l'hiver va être long, mais il faut continuer à suivre les consignes. Sheila, je vais rester avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant, cet appel, ce cri du cœur de M. Trudeau aux Canadiens? Mais je pense qu'il y a une chose, c'est sûr que les médecins, etc., doivent avoir un mot à dire là-dedans, mais je trouve aussi les médecins ont trop de mots à dire. Si on voit, par exemple, la situation pour les restaurateurs du Canada, il faut que ça soit inclus aussi. Et c'est pourquoi les politiciens doivent un peu prendre en main l'idée que de faire blocus à toute une province, ça ne règle pas l'affaire. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas de la façon que ce virus fait la transmission. Mais les gouvernements aussi ont fait des erreurs. Mais ce qui est drôle aussi, les 3 gouvernements qui sont allés en élection durant la pandémie ont fait majorité. Oui, on l'a vu avec la Colombie-Britannique. Les gens sont peu satisfaits, mais moi, je trouve qu'il doit y avoir une balance auprès de l'économie aussi. Marc-André, les conservateurs ont obtenu cette semaine une enquête pour passer au peigne fin, finalement, la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau en ouvrant tous les contrats jusqu'à maintenant. Les autorités de la santé publique disent que sont déjà assez débordées comme ça avec la pandémie, que cette enquête constitue en fait une distraction. Est-ce que cette enquête qui est demandée par les conservateurs, elle est contre-productive en pleine pandémie? Non, je pense pas. Je pense que les gens qui nous regardent ce soir vont être d'accord avec nous qu'en temps de pandémie, on veut quand même de la transparence, on veut des informations et trop souvent, et peu importe le pays de gouvernement, on voit pas toujours le rationnel, les informations, les chiffres derrière les énoncés, derrière les mesures qu'on annonce. Quand je vois M. Trudeau hier nous dire d'oublier Noël, je pense que les paliers de gouvernement, et là on verra si Noël est de juridiction fédérale ou provinciale, mais je pense que les gouvernements vont devoir un peu donner du laisse aux gens, aux Canadiens, peut-être de permettre pendant 48 heures à Noël certains rassemblements, plus que 2-3 personnes ou plus que notre bulle familiale, pour permettre aux gens d'avoir un certain moment pour se rencontrer, célébrer, et après ça, de chacun retourner dans sa bulle initiale. Et je trouve que ce qui manque beaucoup dans nos politiciens présentement, c'est un peu d'espoir. On voit beaucoup je suis tanné de voir des points de presse de politiciens assis, debout. Moi, j'aimerais ça qu'on montre, OK, on va combattre ça ensemble, le virus, puis il faut de l'espoir, puis travaillons fort présentement, octobre, novembre, début décembre, pour se permettre d'avoir un petit peu moment en famille, à Noël. Donc, je pense que c'est ça que j'aimerais voir de nos politiciens présentement. Richard, justement, puisque Marc-André évoque Noël, on sait que c'est un peu une pomme de discorde entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault, qui, lui, espère voir des petits rassemblements pour le temps des fêtes, alors que M. Trudeau dit qu'il n'y aura pas de rassemblement dans plusieurs régions du Canada. Est-ce que Noël, c'est de compétence fédérale ou provinciale? Qui doit décider là-dessus? On va laisser ça à la naissance du petit Jésus, mais il en demeure pas moins que nous sommes en période de pandémie. C'est pas une période normale. Il faut enlever nos lunettes roses. Il faut combattre la pandémie. On est en attente d'un médicament, d'un vaccin pour enrayer cette pandémie. Ceci dit, c'est une réalité qui est une crise sanitaire. Ce sont les provinces ça c'est de compétence provinciale, toute la question de la santé. On le sait, là, les hôpitaux, les services de vaccins, le dépistage, etc. Il faut être, tous les élus du Québec et du Canada, il faut être des chiens guides là-dedans.
pas juste des chiens de garde pour voir qu'est-ce que l'autre fait bien, fait pas bien. Il faut être chien guide dans la mesure où il faut aider à combattre cette pandémie-là dans la réalité des choses. Et effectivement, moi, je vais avoir des scientifiques, des médecins qui nous guident à travers ce qui se passe réellement face à la maladie ou du moins à cette pandémie. Ceci dit, ce que le gouvernement fédéral pourrait faire, en parlant de chiens guides, c'est certainement les fameux transferts en santé vers les provinces pour aider à combattre davantage, pour trouver des moyens là où nos personnes atteintes se retrouvent, dans les hôpitaux ou dans les milieux de dépistage. Et ça, il faut que pas que Ottawa dise aux provinces quoi faire, mais d'envoyer aux provinces qui, eux, ont l'expertise pour davantage avoir tous les outils puis avoir un personnel encore plus grand avec des compensations monétaires pour faire en sorte que l'on puisse combattre. Et en attendant de résorber la pandémie le plus possible jusqu'à temps qu'on puisse avoir le fameux vaccin. Les transferts en santé qui sont constamment demandés par le Bloc québécois à la période des questions aux communes. Alors, Richard, Marc-André et Sheila, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Cela fera 25 ans vendredi. Le Québec vivait un des scrutins les plus déchirants de son histoire moderne. C'était donc le 30 octobre 1995, à l'occasion du deuxième référendum sur la souveraineté. Le Québec qui passait en fait à un cheveu de la séparation du reste du Canada, alors que les résultats furent extrêmement serrés. Au final, 51% des Québécois ont voté pour le non, 49% pour le oui. Alors, que reste-t-il de cette volonté de souveraineté 25 ans plus tard? Qu'en est-il de la place du Québec dans le Canada? Pour en discuter, nous avons réuni deux fins observateurs de la scène politique fédérale et provinciale. Luc Lavoie, qui fut journaliste chevronné avant d'œuvrer en politique et aujourd'hui chroniqueur chez Cogeco, et Graham Fraser, qui fut aussi un brillant journaliste avant d'œuvrer au commissariat aux langues officielles, aujourd'hui à l'Université McGill. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, puisqu'on est dans les souvenirs, où étiez-vous et que faisiez-vous le 30 octobre 1995? Luc, je commence par vous. J'étais tout simplement dans ma maison que j'habitais à l'époque dans la région de l'Outaouais. J'étais à Aylmer et je regardais la soirée des élections. C'était ça, pas plus. Graham, vos souvenirs de cette journée du 30 octobre 1995? Moi, j'étais à Montréal, j'étais journaliste pour The Globe and Mail, en poste à Washington, mais de retour au Québec pour le référendum, j'avais persuadé des gens du Globe and Mail que la seule chose qui intéressait des gens de Washington en ce qui me concernait, c'était ce qui se produisait au Québec. Donc, j'ai passé la soirée dans l'organisation de l'équipe du non. Ça fait donc 25 ans, ce référendum. Évidemment, la souveraineté n'est plus au goût du jour. Je pense qu'on peut dire ça au Québec, mais ça ne veut pas dire quand même que la place du Québec dans le Canada est un dossier qui est réglé pour autant. Luc, on sait que le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne. Est-ce que c'est un dossier qui, pour vous, est réglé, malgré tout? Écoute, ça dépend du point de vue où on se place. J'imagine quand tu es un indépendantiste, tu trouves que non. Mais moi, personnellement, je vois pas pourquoi on ramènerait ce débat-là. Et cette histoire du Québec qui n'a pas signé la Constitution de 82, moi, j'ai toujours eu pas mal de réserves là-dessus, c'est-à-dire que, oublions pas que quand Trudeau a fait passer ça à Pierre Elliott, il y avait 73 des Québec sur 75 qui ont voté en faveur. Alors, tu sais, il n'y a pas la signature du Québec. Tout ça, je trouve que c'est tout le temps la même soupe qu'on nous ramène tout le temps, tout ça. Une sorte de... On est humilié, je ne sais pas exactement quoi. Oui. Graham, de votre côté, est-ce que vous pensez que c'est un dossier qui est réglé aujourd'hui, 25 ans plus tard? Moi, je me rappelle toujours ce que le feu Marcel Côté m'avait dit un jour, qui était à l'époque, à un moment donné, conseiller Brian Mulroney, qui a dit qu'il y a 25% des Québécois qui veulent que le Québec reste dans le Canada, coûte que coûte, 25% qui veulent que le Québec soit une partie du Canada à condition
que le Québec soit traité comme un partenaire senior, 25% qui veulent que le Québec soit indépendant à condition que ça coûte rien, et 25% qui veulent que le Québec soit indépendant quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Donc, je pense que peut-être les pourcentages sont changés, mais je pense qu'on continue d'avoir entre 25, 30, 35% de la population québécoise qui aimerait que le Québec soit un pays indépendant et une partie importante, 25-30%, qui veulent que le Québec continue de faire partie du Canada. Et au milieu, une population flottante qui regarde la situation. Oui, c'est toujours un peu ça que disent les sondages. Sur les progrès maintenant que le Québec a réalisés dans le Canada depuis 1995 au cours des 25 dernières années, le gouvernement conservateur de Stephen Harper, entre autres, a reconnu l'existence de la nation québécoise au sein du Canada. C'était en 2006. Luc, est-ce que vous diriez que c'est le plus gros progrès du Québec des 25 dernières années dans la Fédération canadienne? Mais encore une fois, Esther, je veux pas être le casseux de party, là, mais ça dépend qu'est-ce que tu appelles progrès. Moi, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai pas vu changer quoi que ce soit dans la vie des miens, de ma famille, de mes proches. Il n'y a rien qui a changé. Alors, si ça fait plaisir à certaines personnes que des motions comme celle-là soient adoptées à la Chambre des communes, grand bien leur face, mais moi, ça me laisse totalement indifférent. Bon. Graham, si on repasse les ententes Québec-Ottawa qui ont été conclues au cours des dernières années, évidemment, il y a eu des ententes sur le développement de la main-d'œuvre, ententes en matière de santé, ententes sur le processus de nomination des juges québécois à la Cour suprême. Quels sont, selon vous, les progrès les plus importants qui ont été réalisés par le Québec au cours des dernières années? Mais je pense que tout dépend du gouvernement en place. Pendant les 9 années que Stephen Harper était premier ministre, il a respecté de façon assez stricte la juridiction provinciale. Donc, le Québec a progressé tout de façon assez normale comme province, mais sans avoir des gros débats. Sauf la question de paiement de transfert pour la santé. Mm-hmm. Parce que M. Flaherty, à l'époque, ministre de la Santé, a dit voici le pourcentage et c'est tout. Donc, tout gouvernement libéral a tendance à faire de certaines intrusions dans des domaines qui sont traditionnellement de juridiction provinciale. Donc, il y a des conflits qui parfois sont réglés, parfois qui ne sont pas réglés, mais la nature du fédéralisme canadien, c'est un processus assez constant de négociation. Et parfois, le Québec a fait des arrangements, mais effectivement, c'est plutôt c'est assez technique. C'est comme Luc a dit, ça touche pas vraiment la vie quotidienne des individus. Peut-être la formation de main-d'œuvre, qui a été une des concessions du fédéral tout de suite après le référendum, mais comme un Américain avait dit à l'époque, on ne divise pas un pays sur la question de juridiction de formation de main-d'œuvre. Luc? Esther, si je peux me permettre. Allez-y. Il y a eu des sondages, la semaine dernière, et qui montrent quoi? Que ce langage qu'on est en train de tenir, nous, de notre génération, Graham et moi, toi, t'es beaucoup trop jeune, mais ce langage de est-ce qu'il y a eu un gain, puis l'autre ceci, puis la main-d'œuvre, puis tout ça, ça n'a aucune prise sur la jeunesse. Aucune. Les 18-35 ans, ils savent même pas de quoi il s'agit. Alors, puis quand tu passes de 35 à 55, c'est encore majoritairement fédéraliste. Alors, il y a un côté ringard dans ça, il y a un côté répétitif, il y a un côté
profondément ennuyant parce que quand ça fait 30 puis 35 ans, Graham peut en témoigner. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral, Graham, pourrait faire pour régulariser la situation du Québec dans le Canada? Parce que je le disais au début, le Québec n'a toujours pas adhéré à la Constitution canadienne. Quel pourrait être le geste du gouvernement fédéral? Moi, je pense que la ceci distincte que le Québec avait demandé dans l'accord du lac Meach, ça a été réussi par la non-signature de la Constitution. Je pense que la Cour suprême implicitement reconnaît les besoins importants du Québec à protéger la langue française. Et c'est il y a une série de décisions de la Cour où, d'une certaine façon, l'élément distinctif de la société québécoise, c'est que le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc, ça reste à voir si le Québec gagnerait avec une telle signature. Je pense que, comme Luc a dit, ça n'intéresse aucunement les jeunes. C'est pas un dossier qu'on va rouvrir. Quand M. Couillard a essayé gentiment d'ouvrir la conversation, le premier ministre Trudeau a été assez définitif à cet égard. Donc, je vois mal ce que le Québec gagnerait. La Charte des droits s'applique au Québec. Le Québec ne perd rien en ne pas signant la Constitution. Ouais. Je pense que le Québec gagnerait en signant la Constitution. Donc, d'une certaine façon, sa spécificité actuelle, c'est de ne pas signer la Constitution. Graham Fraser, Luc Lavoie, merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous malgré les problèmes techniques, les difficultés à s'entendre. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Je vous en prie. Au revoir. On va rester du côté de Québec. Le temps de vous dire que les propriétaires de quelques 200 gyms qui avaient annoncé lundi leur intention de rouvrir leur établissement malgré l'extension des mesures sanitaires liées à la COVID font finalement marche arrière. Ils invitent plutôt leurs clients à manifester devant leurs installations et ils assurent maintenant que cette contestation sera menée en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. Je suis très satisfaite, oui, de voir qu'ils ont changé d'idée. Je salue ce changement de cap parce que je viens d'en parler, là, la désobéissance et tout ça, c'est pas une bonne idée. Et eux ont pris leur sens des responsabilités, je considère, là, donc je les en remercie. Mais on sera prêt. S'il y a lieu, on sera prêt à agir si on devait en venir à des mesures répressives dans le cas où il y aurait une contravention aux règles qui sont en place. Heureusement, ce sera fort probablement pas le cas puisque la coalition ou le regroupement en question a changé d'idée. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 28 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.